De retour dans l'Africa Newsroom, Samuel Gembok, Gracia Rukunikiza et Jean-Marie Bitomo, nos éditorialistes, sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. En Afrique, le secteur de l'assurance n'enregistre pas encore un développement jugé satisfaisant. Le continent africain représente en effet moins de 2% des parts du marché mondial de l'assurance. Au Bénin comme dans d'autres pays subsahariens, les populations ne se sont pas véritablement appropriées les produits d'assurance. C'est un reportage de nos correspondants Lefty Ounou et Oliva Jacotin. En Afrique, le secteur des assurances peine à décoller. Alors que le continent connaît une forte croissance ces dernières années, l'implantation d'un véritable marché de l'assurance n'est pas d'actualité. En 2005, les pays africains, excepté l'Afrique du Sud, ne représentaient que 0,2% du marché mondial de l'assurance. 10 ans après, le secteur continue de stagner. Le taux de pénétration du marché, estimé à 2%, est en dessous du taux mondial évalué à une moyenne de 6%. Le Bénin, comme de nombreux pays subsahariens, fait partie des territoires où l'assurance est reléguée au second plan. Le manque de culture d'assurance est l'une des causes. Aujourd'hui, au-delà de la culture, nous avons effectivement le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, les expériences ont montré dans nos pays qu'un couple qui perçoit un salaire de moins de 100 000 n'arrive pas à prendre l'assurance. Aujourd'hui, vous voyez combien de personnes gagnent 100 000 francs. Donc déjà à ce niveau, il y a le pouvoir d'achat qui joue. Et au-delà de tout cela, il faudrait que nous agissions. Il faudrait que le taux de pénétration puisse au moins d'ici à 5 ans augmenter de 2 points. Donc de 2%, qu'on puisse atteindre les 4. Il existe 2 types d'assurance. Il s'agit de l'assurance vie et non-vie. En Afrique, la variation des cotisations en assurance vie de 2010 à 2014 est estimée en moyenne annuelle à 5,7%. La part relative de l'assurance vie africaine dans le monde a augmenté de 0,1 point, soit 1,6% en 2010 à 1,7% en 2014. La zone de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, regroupant 16 pays d'Afrique francophone, a enregistré au cours de ces 5 dernières années un taux de croissance estimé à près de 8% par an. Cependant, les produits d'assurance vie sont partiellement adoptés par les populations dans la zone FANAF. Les produits d'assurance vie aujourd'hui tels que nous les concevons sont des produits importés et donc qui ne sont pas adaptés aux réalités africaines. Il aurait fallu que nous puissions concevoir des produits qui s'adaptent, qui s'intègrent dans la sociologie de l'Afrique. À côté de l'assurance vie qui est en progression, la part de l'assurance non-vie africaine dans le monde connaît un léger repli, soit 1,13% en 2010 à 1,09% en 2014. La bonne prestation des compagnies d'assurance est reconnue par de nombreux clients en Afrique. Mais les procédures d'indemnisation, qui se révèlent complexes selon certains analystes, constituent un frein pour l'appropriation des produits d'assurance par les populations. Le marché d'assurance, oui, c'est pour l'Afrique, parce que quel est ce peuple qui ne court pas les risques ? Parce que les assurances, c'est pour les risques. Et tout le monde court des risques. Mais c'est la façon de gérer ces risques-là que nos frères, les Africains, n'arrivent pas à mieux gérer au profit de leurs compatriotes. Avec l'avancée des technologies, la croissance des populations africaines, il sonne comme une évidence que l'Afrique doit avoir un modèle d'assurance spécifique qui tienne compte des réalités du continent et des besoins de ses populations. Le modèle d'assurance, oui, ça veut dire c'est le même. Maintenant, c'est adapter l'assurance aux réalités. Nous avons un secteur informel en Afrique assez important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait réellement leur trouver des produits qui s'adaptent à l'heure. Aujourd'hui, nous savons très bien que la retraite, les Africains, ils n'ont pas eu une assurance retraite. Il faudrait qu'on les accompagne. Au Rwanda, le secteur des assurances a connu une réelle révolution depuis 2006. De 2 en 1985, le pays compte 12 entreprises privées d'assurance en 2015. Ils sont des milliers de clients qui souscrivent aux différentes offres de ces sociétés privées. Mais l'offre la plus sollicitée demeure l'assurance responsabilité civile. Sa souscription au sein des sociétés privées d'assurance est estimée à plus de 70% selon les acteurs du secteur. Tous les propriétaires de véhicules possèdent cette assurance d'après les services du contrôle technique du Rwanda. Dernièrement, j'ai eu un petit souci avec ma voiture et
j'ai donné le rapport à l'assurance, ou bien à la compagnie d'assurance, et puis c'est à la compagnie d'assurance que ils ont pu m'aider à dédommager ce que j'ai eu comme accident. Et aussi ça se passe suivant le type de contrat que j'ai avec la compagnie d'assurance. Dans le secteur public, c'est l'assurance maladie qui est mieux vulgarisée au Rwanda. Près de 90% de la population est membre d'une mutuelle de santé, d'après les autorités du ministère de la Santé. Nous sommes ici à Kigali, dans l'hôpital de Kibagabaga. 80% des patients se soignent grâce à l'assurance maladie, selon le personnel. Ici en pédiatrie, cette assurance permet aux mamans de payer seulement 10% des prestations. J'ai adhéré à une mutuelle de santé car c'est ce type d'assurance qui est bénéfique pour ma famille. Ma cotisation annuelle est de 3 000 francs rwandais. Cela permet aux miens de se soigner à moindre coût. Il y a d'autres produits d'assurance, mais je préfère celui lié à la santé. Les sociétés privées d'assurance ont dépensé 8 milliards de francs rwandais pour indemniser leurs clients en 2013 et 7 milliards en 2014. Mais la pénétration des produits d'assurance est estimée à 2,7% dans le secteur privé. Le Rwanda, comme vous le savez, c'est un pays qui se développe rapidement et il y a la sécurité. Donc les investisseurs étrangers ont les yeux braqués sur le Rwanda. Ainsi, on s'est dit, marions-nous au lieu d'être avalés. Parce que ces gens, s'ils viennent ici, ils peuvent s'accaparer de tout. De par le professionnalisme, de par le capital, ils ont plus d'argent. Or, c'est une stratégie de partenariat pour pouvoir aller de l'avant. En Afrique, le besoin de se mettre à l'abri de risques ne cesse de croître. En 2014, le continent africain ne représentait qu'environ 66 milliards de dollars du volume des émissions mondiales d'assurance. Les cotisations sur la même période de la branche vie sont estimées à 281,1 milliards de francs CFA et 708,8 milliards pour la branche non-vie dans la zone FANAF. Pour une population de plus de 1,1 milliard, les attentes sont loin d'être comblées. Les cotisations par habitant sont estimées à environ 75 $ sur le continent. Cependant, l'inégalité entre les pays est remarquable. Au Gabon, les cotisations sont estimées à plus de 11 141 francs CFA par habitant, alors qu'en République centrafricaine, elles sont évaluées à 19 francs CFA par habitant. Les assureurs ont amélioré leurs prestations, mais il demeure primordial que les produits soient améliorés et adaptés aux réalités du continent. Grâce à 80% des cotisations d'assurance dans le monde sont toujours collectées auprès des 10% de la population mondiale la plus aisée. C'est un chiffre qui en dit long, très long. Oui, cela représente, je dirais même, ça représente les richesses. Je dirais même, ce sont les 10% qui possèdent 80% de la richesse mondiale. C'est-à-dire que les 10% qui ont plus, disons, se protègent. En principe, les gens qui se protègent sont les gens qui en ont. Et les pauvres n'ont pas assez pour se protéger. Parce que finalement, au niveau de l'assurance vie, quand on regarde bien, c'est au niveau de la compréhension. Nous, les Africains, il faut qu'on arrive à nous expliquer vraiment en quoi on est gagnant avec l'assurance vie. Parce qu'on ne sait pas ce qui est dans l'assurance vie. Rappelez-vous ce qui s'est retrouvé en France, notamment, avec les assurances vie, dans lesquelles, à l'intérieur du package, il y a beaucoup d'éléments. Il y a des gens qui avaient même la dette grecque. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça s'est effondré. Les gens, finalement, il y a des gens qui ont pris des retraites sur ces dettes grecques. Et finalement, je parle de retraite par capitalisation, ils ont beaucoup perdu. Or, en Afrique, on a du mal vraiment à comprendre parce qu'il y a peu d'entreprises maintenant, des entreprises africaines, purement africaines, qui sont très bien gérées. On a confiance. Il y a des entreprises, par exemple, ce qui se passe au Rwanda, il y a certaines entreprises, les gens misent beaucoup et donc, du coup, ils peuvent acheter des assurances vie avec les biens de ces entreprises, disons les actions de ces entreprises. Il faut d'abord expliquer, montrer la viabilité aussi, qu'il y ait des mécanismes de contrôle. Il ne faut pas qu'on nous vende des produits, ce qu'on a appelé la titrisation. On peut mélanger plusieurs choses, mais en fin de compte, on ne sait pas ce que ça représente. Donc, avec la bonne compréhension, je pense même qu'il y aura plus que les 10%, il y aura 50%, parce qu'il y aura beaucoup d'Africains aussi. Oui, Samuel, c'est vrai, on a l'impression que les Africains ont peur, en fait, de l'assurance. Peur, je ne sais pas, mais je pense quand même que pour se protéger, il faut avoir les moyens de se protéger. Et pour avoir les moyens de se protéger, on peut se développer soi-même des aptitudes et des capacités pour avoir ces moyens.
Et pour avoir des aptitudes et développer soi-même ses moyens, il faut que cela se fasse dans un environnement qui puisse aussi encourager les gens à se protéger. Malheureusement, c'est un problème qui est global, où les responsabilités sont partagées. On parle de culture de l'assurance. Cette culture, elle est à dénoncer à plusieurs niveaux, au niveau des opérateurs eux-mêmes, au niveau des populations. Les opérateurs manquent parfois aussi de professionnalisme. Il y a l'environnement qui n'est pas toujours favorable à l'essor de telles pratiques, notamment dans les pays où il y a une très forte propension à la corruption, où la gestion des sinistres à partir des opérateurs des assurances n'est pas toujours assurée, où l'assuré n'est pas toujours protégé par les mécanismes juridiques et où il peut aller se plaindre au cas où la gestion du sinistre ou d'un accident est survenue. Donc je pense que c'est cet ensemble-là qui rend l'essor du secteur des assurances difficile sur le continent. Il y a ceux qui ont les moyens de se protéger, qui arrivent à se protéger au-delà même des entreprises d'assurance ou de réassurance sur le continent. Donc il faut voir ce problème dans sa globalité et identifier clairement les responsabilités. Il va de l'intérêt de tous les pays africains de mettre en place des mécanismes qui puissent protéger tout le monde. Et il faut aussi donner les moyens aux Africains de pouvoir se protéger. Si vous avez un salaire moyen qui ne vous permet pas à la fois de payer votre loyer, d'envoyer vos enfants à l'école, de nourrir vos enfants, je ne vois pas quelles ressources vous disposez pour vous protéger vous-même et protéger vos enfants. Donc je pense que tout part de là. Il faut des réflexions justement sur ce sujet et que des propositions sortent, des réflexions réalistes pour que ces problèmes soient réglés. Alors Jean-Marie, on l'a vu, les Africains ont du mal à s'approprier ces produits d'assurance qui arrivent de l'Occident. Peut-être qu'il faudrait repenser ce système et ne pas importer un système français en Afrique francophone, par exemple, mais bien créer le propre système d'assurance dédié au continent africain et même dédié à chaque pays en particulier. À chaque pays en particulier, parce que la conception n'est pas la même, Amira. Je l'ai dit souvent sur ce plateau. C'est-à-dire quand on prend nos systèmes, si vous voulez, qui sont importés chez nous, c'est très loin, c'est-à-dire de notre dimension culturelle. La proximité culturelle n'y est pas. Aujourd'hui, les États africains ont failli dans ce domaine-là. Tout simplement pourquoi? Moi, je peux vous citer pas mal d'États africains où vous avez l'État lui-même qui a mis en place des systèmes d'assurance publique pour pouvoir garantir la retraite. Comme Samuel le disait tout à l'heure, que se passe-t-il? Vous avez une corruption qui gangrène toute la société. Vous avez des pays dans lesquels les retraités ont été obligés de manifester tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont réclamé les produits de retraite, si vous voulez, qu'on leur avait soutirés de leur salaire comme étant leur retraite. Et dès que vous vous retrouvez dans un système comme celui-là, les Occidentaux ont toujours l'habitude de nous dire que oui, c'est-à-dire ça c'est bon pour vous, c'est bon pour nous, mais jusqu'à quel niveau? On met toujours la charrue avant les bœufs. On oublie que pour qu'un système, l'individu puisse voir, c'est-à-dire ce que lui rapporte ce système-là, il faut qu'il expérimente, si vous voulez, le fait. Donc quand vous avez déjà des individus en Afrique qui ont vu leur retraite, que ce soit les salariés du public ou ceux du privé, qui sont mangés par la corruption, ces gens-là, en même temps, ce sont les États qui leur envoient des forces de police pour aller les dégager, alors que les gens ont cotisé pendant toute leur vie par rapport à leur retraite. Dans ce cadre-là, Amira, quelle confiance voulez-vous que l'Africain ait dans l'assurance? Donc ça, c'est un premier point. Le second point est le suivant. Pour que les gens voient la finalité sociétale de l'assurance, ça voudrait dire que vous avez déjà construit un système dans lequel vous avez des individus qui perçoivent, si vous voulez, l'utilité de cette assurance-là. Quand l'assurance naît dans les pays occidentaux, c'est-à-dire c'est pour couvrir les professions les plus exposées, à savoir les agriculteurs. Vous perdez votre récolte, vous avez votre tracteur qui s'est cassé, donc vous allez voir un assureur qui va couvrir ça. Mais en Afrique, l'assurance va couvrir quoi? Posons-nous la question, industriellement, l'assureur va couvrir quoi? Quand la population, si vous voulez, les couches les plus basses ne perçoivent pas quelle est l'utilité. La fonction de l'assurance, c'est quoi? C'est de pouvoir se prémunir d'un risque potentiel à venir.
Et quand les gens l'ont expérimenté, ils vont en trouver l'utilité. Et ils vont se dire, OK, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille. Donc, commençons par l'assurance santé. Mettons en place des mutuelles et les gens verront l'utilité de ces mutuelles-là. Et ils se diront que cette assurance-là, maintenant, peut être, comment dirais-je, répartie à tous les secteurs de l'économie. Nous en tirons quelque chose. C'est à qui d'expliquer l'utilité de l'assurance? Aux populations, à l'État ou aux sociétés d'assurance? C'est pas aux sociétés d'assurance, c'est à l'État, parce que l'État, comme j'ai dit souvent ici, là, l'une des fonctions régaliennes de l'État, c'est quoi? C'est la santé. C'est pour ça que moi, je me dis, commençons par l'assurance, si vous voulez, sociale. L'assurance sociale, à savoir, oui, qu'un Africain sache que je cotise 5 000 francs par an. Quand je suis malade, on va prendre, même si c'est pas la totalité, on va prendre en charge, comment dirais-je, une partie de mes soins, tout simplement. Et à partir de là, les gens vont s'y habituer et ils iront vers les assurances. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.